Et donc on commence la soirée avec un petit point d'actualité. Bon, il y a des échanges comme ça, informels, après vous pourrez discuter. À la fin, vous pourrez discuter aussi autour des tables. Ce soir, il y a les plantes mellifères, on n'avait pas refait, et potagères. On n'avait pas refait l'an dernier, on l'avait fait il y a 2 ans. Donc voilà, donc si vous voulez des astères, je crois qu'il y a des tomates, enfin il y a plusieurs choses. Puis après, vous avez quelques livres, quelques produits de la coopérative et les pains d'épices et les madeleines au miel. Voilà pour la pub de ce côté-là. Et puis après, on a un thème par soir. Et ce soir, ça sera l'essaimage naturel, artificiel et élevage de rennes que vous présentera Naïla. Et je terminerai avec la partie élevage de rennes. Et on est parti donc pour les actualités et les nouvelles du mois passé et du mois à venir. Alors tout d'abord, comme vous l'avez reçu par mail, on a eu les obsèques d'Alain-François Brasier, que vous voyez ici en photo pour ceux qui le connaissaient, et qui donc était responsable de l'association des apiculteurs de Tournefeuille, Tournabeille, qui est un ancien adhérent ici du syndicat, et qui était impliqué dans la commission pesticides, qu'on n'a pas relancée depuis un moment, mais peut-être on va la relancer avec les législatives. On a fait des différentes sons et lumières ce soir. Ça commence par les lumières, le son viendra après. Et ouais. Et voilà. Si on veut voir Olivier. C'est ça, c'est à la régie. Non, mais moi, c'est pas grave, je peux faire la voix. Et donc voilà, oui, on avait, avant le Covid, quand c'était une époque glorieuse et que nous étions minimum 70-80 tous les mercredis soirs ici dans cette salle, on avait constitué différentes commissions ouvertes à tous les adhérentes et tous les adhérents pour travailler sur des thèmes. Donc il y avait une commission autour du front asiatique, une pour faire des interventions dans les écoles, et puis une autre sur la question des pesticides. Et du coup, Alain faisait partie de celle-ci, où on a monté toutes les manifestations humoristiques que vous pouvez voir encore sur la chaîne YouTube ou sur certains articles de presse. Voilà. Donc c'est un sacré personnage qui malheureusement nous a quittés après un cancer depuis cet été. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, l'étiquetage et l'origine des miels, avec une entrée en vigueur au 1er juillet. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi les épisodes précédents, une directive européenne oblige l'étiquetage du miel, mais autorise dans l'étiquetage du miel de mettre la mention originaire et non originaire de l'Union européenne. Donc en fait, c'est un miel planète monde, et c'est ce que font tous les revendeurs et tous les industriels, ils mettent ce mot dans l'étiquetage. Du coup, on s'est battu avec la plupart des structures apicoles pour arriver à un étiquetage. Il y a eu plusieurs étapes. Il y en a eu une, notamment, qu'on a menée au moment où il y a eu la première loi sur les états généraux de l'agriculture, la loi Egalim, où on avait fait en sorte qu'il y ait un étiquetage du miel. À l'époque, donc la majorité En Marche n'avait pas voulu mettre un étiquetage du miel en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est en seconde lecture qu'ils ont mis en place un étiquetage du miel. Le problème, c'est qu'en fait, c'était un coup politique, parce que, donc ça c'est juste un petit point juridique, je vous fais la petite minute juridique de la soirée, mais quand il y a un texte de loi qui passe, les députés ou les sénateurs, s'ils sont 60, ils peuvent demander un contrôle au Conseil constitutionnel du texte. Bien évidemment, quand il y a une grande loi comme ça sur l'agriculture, il y a forcément un contrôle, et en plus, à ce moment-là, nous on se battait contre toute la grande distribution, qui ne voulait pas un étiquetage du miel. Donc du coup, il y a eu un recours auprès du Conseil constitutionnel sur cet article. Moi, j'avais demandé au Conseil constitutionnel d'avoir les contributions des grands groupes, donc les supermarchés et d'autres gros distributeurs qui avaient envoyé des argumentaires pour dire non, il ne faut pas écouter les apiculteurs. Mais malheureusement, le Conseil constitutionnel m'a répondu que c'était pas pour l'instant des données qui étaient publiques, et donc on n'a pas eu accès à l'argumentaire, donc on ne sait même pas, sous le sceau de la confidentialité, quels sont les arguments qu'il y a eu en face. Mais lors d'un voyage à Paris, je suis tombé dans l'avion sur Laurent Fabius, ça m'a permis de réfléchir à comment je pouvais sauver l'histoire dans l'avion,
Et du coup, je lui ai écrit une lettre sur une pochette en carton, en lui redisant tout ce qui s'était passé, que j'avais pas eu de réponse, etc. Et 3 semaines après, on a eu une réponse officielle de Laurent Fabius, qui nous a servi quelques mois après, quand on est allé à Matignon, qui disait ce que nous, on avait compris du côté juridique, mais qu'on n'avait pas de texte écrit, mais qu'en fait, le Conseil constitutionnel avait censuré cet étiquetage parce qu'il y a un principe bête et méchant. Quand il y a un article qui est demandé à la censure par un groupe de députés ou de sénateurs, si cet article n'avait pas été voulu au départ dans le projet, au moment de la première lecture, il est automatiquement censuré sans en chercher le sens. Et donc en fait, la République En Marche, quand ils n'avaient pas voulu en première lecture, ils l'ont fait exprès, puisqu'ils avaient fait un communiqué de presse en disant « nous, on veut l'étiquetage, mais c'est le Conseil constitutionnel qui ne le veut pas ». Et en fait, le Conseil constitutionnel, dans les règles qu'il a, ne pouvait pas ne pas censurer cet article. Donc on est revenu à la charge à ce moment-là à Bercy et à Matignon. Et à l'époque, déjà avant le vote, Bercy n'avait pas voulu mettre le pourcentage des pays qui étaient présents dans le pot de miel. Donc dire il y a 98% de Chine et 2% de France, par exemple. Et la réponse de Bercy, qui est quand même fameuse, c'est qu'il a dit qu'il ne voulait pas faire des surcoûts d'impression aux industriels. Voilà. Donc si vous mettez le pourcentage, il y a un surcoût, sachez-le. Donc vous pouvez arrondir quand vous achetez un produit où il y a le pourcentage parce qu'il y a un surcoût. Bref, donc c'est pas passé et là ils l'ont remis du coup finalement au goût du jour parce qu'ils ont voté que c'était l'année de l'abeille cette année électorale, c'est l'année de l'abeille au Parlement, donc il fallait bien qu'ils fassent quelque chose, donc ils ont remis ça, mais à nouveau ils n'ont pas voulu remettre le pourcentage, donc c'est quand même une avancée parce qu'il va y avoir un étiquetage, mais ça va être par ordre d'importance du miel présent dans le pot de miel. Donc si, par exemple, on a 51% de France et 49% de Chine, il y aura France en départ et Chine en second. Mais si on n'a que je sais pas moi, de l'Uruguay et à 98% et de la France à 2%, il y aura les deux mots. Bien sûr, le mot France sera bien visible pour montrer qu'il y a du miel français. Donc dans tous les pots, à mon avis, il y aura 1% de miel France. Donc on verra le mot France dans tous les pots maintenant des supermarchés. Voilà. Donc on n'a pas encore la transparence totale. Ça entre en vigueur au 1er juillet. Mais bon, il y a toujours des aménagements, sauf pour ceux qui ont déjà imprimé leurs étiquettes. Donc ceux qui ont imprimé leurs étiquettes, ça sera que l'année prochaine. Voilà. Donc ils ont quand même en réalité une année devant eux pour cet étiquetage du miel. L'abeille de France, quelques infos dans l'édito. Dans certaines régions, il y a eu une sortie d'hiver qui a été assez mauvaise, donc ça dépend des endroits en France, mais il y a eu des endroits où ça n'a pas été bon. La guerre en Ukraine aussi, c'est un alibi qu'évoque l'abeille de France. Moi, je vous avais fait un mail par rapport à la coopérative, on a des augmentations des produits, mais tous les 15 jours. Et on pense que quand même, sur certains produits, ils rajoutent un petit peu plus. Et par exemple, le sirop, il n'est pas fait en Ukraine, parce qu'il y a des produits qui peuvent venir de là-bas, comme tout ce qui est à base d'inox ou de métal. Mais le sirop de betterave, c'est plutôt produit en Belgique généralement ou en Italie. Et la tonne, elle est passée de 500 et quelques euros à 900 euros quand même. Donc ça fait une sacrée augmentation. Donc voilà. Et donc tout augmente, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Il y a eu aussi la parution du gouvernement des plantes qui n'étaient pas attractives pour les abeilles et donc pour lesquelles on pouvait continuer à semer après des cultures traitées aux néonicotinoïdes pour la betterave. Et bien sûr, dans ces plantes, il y a des plantes qui intéressent les abeilles et donc du coup, on réfléchit au niveau national à faire un recours sur ce listing. Le 14 mai prochain, on a une journée de travail avec les syndicats départementaux du SNA pour travailler sur ça et sur les nouvelles règles aussi sanitaires que le gouvernement va mettre en place dans les prochains mois pour l'apiculture. Le 20 mai, c'est la journée mondiale de l'abeille. Dans les formations, ce qu'on a ce mois-ci, c'est l'élevage de rennes. Donc ça commence mardi prochain, de 10h à 17h. Et après, on a une seconde journée le 20 mai, de 14h à 17h. Donc si ça vous intéresse de venir voir ça pendant une journée et demie, vous avez la possibilité soit au mois de mai, soit après plus tard en juin.
Et puis le 31 mai, il y a le stage de cuisine pour apprendre à faire les madeleines au miel ou le pain d'épices aux mines de 14h à 17h. Je vous referai un mail sur ces 2 stages. Si vous voyez des nids de frelons asiatiques, vous pouvez noter ce numéro. Elle s'appelle Mathilde, elle travaille au CNRS à Toulouse et du coup elle est en charge de travailler sur le frelon asiatique. C'est un projet qui démarre là pour 3 ans et donc elle est intéressée pour avoir des nids de frelons. Donc le 06 49 63 97 35. Et on enverra le mail, nous dit notre secrétaire préféré. Tout le monde prend en photo. On se croirait dans un musée. C'est bon? On continue la visite. Donc on va passer la parole maintenant à Naïla pour nous parler de l'essaimage. Naïla qui a fait sa thèse sur les abeilles entre Toulouse et l'Australie. Et comment? Non, pardon. Donc je te laisse la parole. Je veux bien le petit micro. Et tu veux bien le petit micro, tous les micros. Quoi, en fait. Du coup, je me présente un peu plus. Je suis biologiste et j'ai fait à peu près 10 ans d'enseignement-recherche en biologie, principalement chez l'abeille. Et du coup, j'ai bien fait ma thèse sur l'abeille, le stress, les réponses au stress et comportementales au stress en Australie, où j'ai passé à peu près 10 ans. Et je suis arrivée à Toulouse à peu près il y a 2 ans et demi. Donc je collabore un petit peu avec le CRCA à Toulouse, où j'ai étudié des questions de navigation. Mais je suis aussi un ingénieur pédagogique et je participe aux formations du syndicat. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'essaimage et d'essaim, notamment un petit peu ce qui a été fait en recherche pour essayer de comprendre comment les abeilles prennent des décisions, à savoir comment elles choisissent un nid et comment elles vont, avec ces centaines d'individus, pouvoir collectivement choisir une solution optimale. Tout d'abord, je voulais vous porter votre attention sur le fait que les animaux se rassemblent en collectif, en grands groupes, en fait, dans plein de familles différentes. Donc, les insectes, les oiseaux, les poissons, les chauves-souris. Et ces comportements avec des milliers, des centaines de milliers d'individus ont toujours fasciné les scientifiques qui ont essayé de comprendre pourquoi et comment, surtout, ces grands groupes arrivaient à communiquer, à se déplacer, à fonctionner sans rentrer les uns dans les autres et de façon coordonnée. Donc souvent, dans les raisons, les pourquoi les animaux se rassemblent, c'est vraiment au niveau fitness, c'est-à-dire au niveau de la capacité à se reproduire et à trouver des partenaires, trouver à manger et surtout éviter les prédateurs. Donc, quand on est dans un grand groupe, on arrive à se fondre dans la masse et donc les chercheurs dans de nombreuses expériences ont montré que quand on est isolé, finalement, on se fait attraper un peu plus facilement. Et donc le comment ces grands groupes fonctionnent fascine aussi les scientifiques, mais ils arrivent de plus en plus à comprendre quels stimulus, quelles réponses sont vraiment en action dans tous ces groupes, et on arrive à comprendre qu'en fait vraiment certaines fois des tout petits signaux très simples, juste visuels de comment l'animal à côté de moi se déplace va suffire à coordonner des réponses finalement très complexes. Voilà. Et chez l'abeille, finalement, l'essaim, donc swarm en anglais est utilisé pour tout type d'animaux, alors qu'en français, swarm c'est que pour les abeilles. L'essaim, on utilise essaim que pour un essaim d'abeilles. Et donc l'essaim d'abeilles est particulier. Donc les raisons pour lesquelles les abeilles essaiment est un petit peu différente. Est-ce que vous savez pourquoi les abeilles essaiment? Donc les abeilles, en fait, la différence avec les populations et les images que je vous ai montrées juste avant, c'est qu'elles ne sont pas un groupe d'animaux. La structure est différente. La structure de la colonie d'abeilles
au niveau génétique, on a une reine en fait. Et donc le lien génétique entre tous les individus est différent, puisque cette reine est finalement la mère de toutes les abeilles, même si la génétique faisant comme qu'elle soit des demi-sœurs ou des quarts de sœurs, comme la reine, je ne sais pas si vous le savez, mais se reproduit avec entre 15 et 20 mâles, ce qui fait que cette polyandrie amène une diversité génétique très 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 riche dans la population d'abeilles. Donc la population d'abeilles étant un super organisme, l'essaimage a une fonction différente et elle sert en fait à se reproduire. J'ai peur que le micro soit un peu bas. Alors, je le mets là. Donc, c'est une fonction de reproduction principalement. Quelle autre fonction vous pensez que l'essaim peut amener? Vous n'avez pas d'idée? Ça sert à rien? Quand est-ce qu'elles essaiment vos abeilles? Quand elles n'ont plus de place. Voilà. Et c'est comme ça que vous arrivez, vous, en tant qu'apiculteur, à contrôler en fait les colonies. Elles n'ont plus de place, donc elles se divisent tout simplement. Et ça permet de reproduire génétiquement la colonie. Mais alors, c'est peut-être pas une fonction ou une conséquence, l'essaimage est aussi une fonction de purification. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous avez déjà été en dessous un essaim, vous pouvez un petit peu vous faire déféquer dessus. Et donc, ce qui explique aussi que les essaims naturels sont souvent très sains, parce qu'ils se sont un peu purgés finalement, et ils sont moins porteurs de maladies que les essaims artificiels qui ne se sont pas envolés, ils ne se sont pas passés par cette étape. Alors, il y a une autre fonction chez certaines abeilles. Est-ce que vous pouvez penser à une autre fonction? S'il y a une menace, un feu, si on pense à l'enfumoir qu'on utilise pour faire croire qu'il y a un feu de forêt par exemple, elles vont se préparer à partir. C'est une des théories. Pourquoi l'enfumoir calme les abeilles? Ou s'il y a des conditions climatiques extrêmes, ou si elles ne se plaisent pas dans une ruche, on les a forcées à être là, qui est pleine de maladies, qui de la cire très sale, voilà, des fois elles s'en vont, quoi. Et donc elles fuient la menace. Mais dans certaines espèces d'abeilles, elles vont aussi migrer. Et donc là, du coup, on rejoint la fonction des oiseaux et des papillons et de toutes ces espèces qui migrent entièrement. Et les espèces qui migrent, ce sont des espèces qu'on trouve qu'en Asie, les abeilles géantes, Apis dorsata, dont je vais parler un petit peu après quand je vais vous montrer la phylogénie des différents types d'abeilles. Elles nichent dans les arbres en colonie comme ça, ou sur les falaises, ça c'est au Népal. Je ne sais pas si vous connaissez les chasseurs de miel au Népal, des documentaires très très impressionnants de Eric Valli ou Eric Tourneret qui ont réussi à capturer des magnifiques images de ces hommes qui montent sur des échelles à pieds nus, avec à peine de protection, à des dizaines de mètres de hauteur, et qui découpent avec juste un bout de bois le rayon, et qui le font tomber dans des paniers. Bon, voilà, je dérive un peu, mais ces abeilles-là, elles sont capables de migrer sur des centaines de kilomètres, comme pour les oiseaux, pour aller retrouver des ressources alimentaires qu'elles n'ont plus là où elles sont. Et elles arrivent à le faire en retournant chaque année exactement au même endroit, 100 km plus loin. Donc ça, c'est un mystère pour les scientifiques, à savoir comment elles le font, puisque les abeilles, d'une année sur l'autre, ne survivent pas. Donc comment elles ont la mémoire de ces centaines de kilomètres d'une année à l'autre, ça reste à découvrir. Alors, je vous avais promis un petit peu des questions interactives. Est-ce que vous voulez essayer? Donc, je vais passer un QR code là, si vous voulez le retrouver. Sinon, vous tapez wooclap.com et je vais vous poser juste quelques petites questions. Alors, est-ce que vous voyez une question apparaître? Donc ça, c'était juste la première question que je voulais juste poser pour voir si ça fonctionnait.
Puis comme ça, un peu, je peux visualiser un petit peu la population. Enfin, ah, ça marche pas ma projection là. Ok, ça marche pas. Pourquoi on voit plus rien? Vous avez une question qui s'apparaît à l'écran? Ah, ça marche pas, mon truc. Oh là là. Moi, je crois que je l'ai abandonné. Ça marchait tout à l'heure. Et pourquoi on ne voit plus mon écran? Est-ce que vous avez une question là? Oui. Ah, ouf. Pourquoi j'ai plus rien à l'écran? Alors, donc la question c'était, vous êtes, pour information, vous êtes 35 connectés. Qui c'est qui a déjà attrapé un essaim? Et on a 9 personnes qui ont dit oui, 2 qui ont dit observer seulement et 9 qui ont dit non. Et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours rien à l'écran. Donc c'était la question, ça c'est la question juste pour vous entraîner. Maintenant, ça c'est la vraie question. Donc je vous ai parlé des abeilles qui essaimaient Apis mellifera, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui essaiment? Quelles abeilles essaiment? Alors, pourquoi j'ai plus rien à l'écran, moi? Normalement, je peux afficher les réponses, mais là, ça ne marche pas. Donc là, pour ceux qui n'ont pas de téléphone, les réponses, les proposées, c'était quelles abeilles essaiment. On doit choisir entre les bourdons terrestres, donc Bombus terrestris, il y a une photo de Bombus terrestris, les collettes du lierre lorsque le lierre est en fleurs, les abeilles mélipones pour déménager, les abeilles mâles de la famille des Halictidés lorsqu'elles sont en reproduction, ou les abeilles du genre Apis. Et donc, vous êtes 15 à avoir la bonne réponse, c'est les abeilles du genre Apis. Donc, les bourdons terrestres, on va voir un peu plus tard pourquoi elles ne s'aiment pas. Les collettes du lierre, vous les connaissez? Moi, elles sont solitaires, donc comme elles sont solitaires, elles ne peuvent pas s'aimer. Les abeilles mélipones sont des abeilles sociales, vous les connaissez celles-là? Des abeilles tropicales qui vivent en colonies de plusieurs milliers d'abeilles, elles sont microscopiques, enfin non, quelques millimètres. Par contre, elles n'essaiment pas pour se reproduire, elles changent de nid en utilisant une technique que, il me semble, les fourmis aussi utilisent, où elles vont aller une par une visiter le nid, puis elles vont aller suivre une copine, et puis après elles vont aller petit à petit en fait migrer dans un autre nid, pas d'un coup massivement. Les abeilles mâles de la famille des Halictidés se rassemblent en groupe, mais c'est pas des essaims en fait, donc ça c'était une question de piège. Donc voilà, donc ça c'était juste un petit peu pour essayer de vous divertir, si ça marche. Il y avait une autre question après. Hop. Là, voilà, pour ceux qui n'ont pas de téléphone, c'était la question. Seulement les abeilles génétiquement les plus liées à la reine qui part, essaiment. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Jamais, on ne trouve jamais cette réponse dans les livres. En fait, j'ai écouté une conférence la semaine dernière et j'ai découvert que les scientifiques avaient étudié la question seulement il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Donc c'est là que ça se retrouve dans les livres d'apiculture en français. Et en fait, ils sont arrivés à la conclusion que non, les abeilles qui partent avec l'essaim, c'est pas celles qui sont les plus liées à la reine qui part, parce qu'il y a les reines qui restent, celles qui sont dans les cellules ou celles qui viennent juste d'émerger. Donc non. Et ces abeilles-là qui partent, quel âge elles ont à peu près, vous pensez? Est-ce que c'est plutôt les jeunes abeilles ou les vieilles abeilles? Donc là, c'est pareil, vous savez que c'est les plus âgées qui butinent et les plus jeunes qui sont nourrices.
Alors moi, instinctivement, je me disais c'était les butineuses parce qu'elles sont expertes en vol et qu'elles connaissent bien les alentours. Et en fait, vous êtes 17 à avoir dit faux, donc c'est bien, 19 maintenant. Et en fait, c'est des abeilles de tout âge, mais avec une moyenne quand même relativement jeune de 10 jours. Donc, comme on sait qu'elles commencent à butiner à peu près à cet âge-là, c'est plutôt des abeilles inexpérimentées en vol, mais en fait, ça s'explique par le fait que, comme l'essaim, on va le voir un peu après, a besoin d'un temps relativement long sans ponte. Si c'était les vieilles abeilles qui partaient, l'essaim d'un coup, avec la mortalité naturelle qui continue de tourner le temps que la reine elle reponte derrière, l'essaim il perdrait de l'effectif. Donc voilà, donc des jeunes abeilles, pas forcément génétiquement liées, et du genre Apis. Donc, pourquoi les abeilles solitaires et sociales n'ont pas besoin d'essaimer, finalement? Je ne sais pas si vous connaissez bien le cycle biologique des abeilles solitaires. Donc elles vont pondre vraiment que quelques œufs, comme ça, dans le bois, dans la terre, dans la paille, dans les tiges, dans du bois. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple du Bombus terrestris, le bourdon terrestre, en fait, ils sont sociaux qu'une seule partie de l'année. Donc c'est comme les frelons, pareil, on ne voit jamais des seins de frelons, on a des seins de bourdons. Finalement, la reproduction, elle se fait que via la reine qui survit pendant l'hiver et qui va avoir ses ouvrières seulement pendant l'été, le printemps et l'été où elle construit sa colonie. Donc finalement, pas de problème d'espace, pas de problème de pas besoin, quoi. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu les différents types d'abeilles sociales qui existent? Je vais vous montrer Dorsata tout à l'heure. Non? Souvent, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en vision quand on fait de l'apiculture. On pense aux différentes races d'abeilles qu'on peut croiser. Donc du coup, comme on peut les croiser, elles sont de la même espèce. Par contre, on a d'autres types d'abeilles avec qui elles ne peuvent pas se reproduire, et donc notamment Apis cerana qui fait la même taille, qui ressemble à Apis mellifera vraiment beaucoup, que les apiculteurs japonais, chinois, thaïlandais utilisent un petit peu, mais elles font des colonies plus petites, elles essaiment beaucoup plus vite, donc du coup elles sont moins pratiques moins productives pour l'apiculture. Donc Mellifera a été choisi pour coloniser le monde, produire du miel. Donc dans cet arbre phylogénétique, on a les abeilles naines qu'on trouve en Asie. Je ne pense pas que j'ai de carte de distribution sur cette présentation-là, mais les abeilles naines sont les premières qui sont apparues dans l'évolution. Elles font des tout petits nids comme ça, avec un seul rayon de cire, et quand elles essaiment, elles n'ont pas de problème de place. Donc là, du coup, c'est vraiment pour la reproduction qu'elles essaiment. Et on va voir après, c'est une espèce que j'ai particulièrement étudiée pendant une de mes expériences de recherche. J'ai une diapo, je vais vous montrer un petit peu après ce qu'on a fait avec ces abeilles-là. Les abeilles Dorsata, qui sont apparues un petit peu après dans l'évolution, elles, je vous les ai montrées tout à l'heure, elles font des rayons bien plus grands. Elles essaiment pour se reproduire aussi, mais pour migrer aussi. Elles sont à peu près de la taille de frelons, mais c'est des abeilles. Et elles sont vraiment très, très, très impressionnantes à voir, elles sont magnifiques. Et ensuite, on a nos abeilles de cavité. Donc, ces abeilles vivent à l'extérieur, dans les régions tropicales en Asie, en Indonésie. Et les abeilles de cavité, Apis cerana est uniquement en Asie, et l'Apis mellifera partout dans le monde. Donc toutes ces abeilles essaiment. Et donc, cette diapo va un peu reprendre ce qu'on a dit au début. Pourquoi, où et quand Apis mellifera essaime. Donc ça, c'est plus pour revenir à notre abeille, à nous. On a dit un petit peu. Est-ce que vous voulez redire? Donc au printemps, en ce moment, vous l'avez dit, en ce moment, il y a beaucoup de... C'est la saison. Lorsqu'elles n'ont plus d'espace,
lorsque les conditions extérieures sont menaçantes ou victimes de dommages aussi. Et quel moment de la journée? En général, c'est des journées calmes. Elles ne vont pas essaimer quand il pleut. Elles ne pourront pas voler. C'est en général aussi entre milieu de la journée. Et on remarque bien sûr qu'en fonction des races d'abeilles, on a plus ou moins d'essaimage. C'est génétiquement codé. Les abeilles africaines ou Apis cerana, comme je disais tout à l'heure, ont tendance à vraiment beaucoup essaimer. Et évidemment, les apiculteurs ont tendance à choisir et se faire reproduire et garder les espèces qui essaiment beaucoup moins. Alors, maintenant, on va passer en revue les étapes. Comment ça se passe au moment où les abeilles vont essaimer. Au tout début, donc vous avez remarqué, des fois, je ne sais pas si combien vous étiez à avoir des ruches, je sais pas combien vous êtes à avoir déjà des ruches, ou avoir déjà observé ces cellules royales se construire au printemps. Donc, on a ce qu'on appelle la fièvre de l'essaimage. C'est cette première étape au printemps où la colonie va naturellement avoir envie d'essaimer, même parfois quand la colonie n'est pas trop populeuse, parce que justement, génétiquement, elles le font facilement. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des petites... je ne sais plus qui c'est, Alex, comment ça s'appelle, les petites... les amusettes, merci. Je ne sais pas le nom français, c'est Alex qui m'a appris. Donc elles construisent ces petites amusettes, qui sont des toutes petites cellules verticales. Donc pour ceux qui n'ont pas encore ouvert de ruche, vous verrez ces petites cupules ouvertes vers le bas, qu'elles vont remplir et qu'elles vont construire, qu'elles vont allonger, et elles vont se préparer donc, en préparant des nouvelles reines. Les ouvrières vont aussi se préparer. Elles vont activer leur glande cirière. Vous avez déjà vu la cire sur vos abeilles? C'est très difficile à voir ça en tant qu'apiculteur. Elles produisent la cire sur l'abdomen, comme ça, et dans de petites plaques. Donc ça s'active vraiment beaucoup. Elles se gorgent de miel. Et il y a la reine aussi qui se prépare. La reine fait un petit régime pour pouvoir voler. elle pond moins. Donc, pendant cette fièvre d'essaimage, nous, apiculteurs, on a encore temps d'agir. Voilà. Mais une fois que dans cette préparation, elles se sentent prêtes, elles vont se donner des signaux de départ. Elles vont avoir des comportements spécifiques, mais elles vont aussi avoir des sons spécifiques. Ces comportements sont une augmentation d'activité, des buzz running, comme ils appellent ça en anglais, et elles font aussi vous avez sûrement vu ça, une abeille qui va aller secouer une autre. Le shaking behavior, donc le comportement de secouement, où en fait elles vont réveiller, c'est un petit peu comme une injection d'adrénaline dans la ruche, où c'est pour vraiment activer tout le monde, pour dire allez, on y va, on se prépare, on s'échauffe, un peu comme un échauffement de sport. Elles vont quand même devoir voler sur plusieurs kilomètres, donc elles ont besoin de s'échauffer, et elles vont se le communiquer par ce mouvement de secouement. Et au moment de l'envol, on va avoir des sons particuliers des abeilles, mais surtout de la reine qui va faire un petit pip, pip, pip. Vous avez déjà entendu ça quand vous avez commandé des reines dans des boîtes? Et donc la reine va donner un petit peu l'alerte en disant je suis prête aussi. Et pouf, elle s'envole, donc elle s'active et elle s'envole. Et c'est là qu'elles se vident aussi de leur cloaque, donc ne mettez pas votre linge à sécher près de vos ruches au moment de l'essaimage. Et elles vont voler, donc, et là, elles vont avoir des abeilles éclaireuses qui vont avoir choisi au préalable une branche sur laquelle elles vont se poser. Elles ne vont pas aller directement dans une ruche. Vous saviez ça ou pas? Et c'est ça que je vais essayer de détailler un petit peu plus tard. Elles vont passer par un processus de décision qui est beaucoup plus simple que le stimulus-réponse, que ce que j'ai pu mentionner sur les gros groupes tout à l'heure d'oiseaux ou des bancs de poissons qui se déplacent. Elles vont vraiment passer par un processus où elles vont se communiquer des informations et prendre une décision en fonction de ce qu'elles ont constaté dans le nid qu'elles vont coloniser.
coloniser. Donc, du coup, une fois qu'elles ont fait cette décision, elles s'envolent toutes et elles s'installent. Et la reine commence à construire la cire. Au bout de 3 jours, il y a assez de cire pour que la reine puisse pondre ses premiers œufs. Et les butineuses, du coup, elles peuvent commencer à s'y mettre. Donc, je vous ai parlé de ce processus de décision très complexe. Pour le découvrir, il a fallu passer par plusieurs générations de chercheurs. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de Karl von Frisch. Vous connaissez? Qui c'est qui connaît Karl von Frisch? Vous n'êtes pas très nombreux à connaître Karl von Frisch. Pourtant, il a le prix Nobel. Il a eu le prix Nobel pour ses recherches sur l'abeille. Il était allemand ou autrichien. Et son élève Martin Lindauer a continué à faire ses recherches sur les comportements. Est-ce que ceux qui connaissent Karl von Frisch savent ce qu'il a découvert? La danse de l'abeille. Donc je vais vous la réexpliquer après, peut-être que vous avez un peu oublié, ou vous n'avez jamais vu. Donc Karl von Frisch, il a observé ces abeilles pendant des heures et il a remarqué qu'elles arrivaient à communiquer des informations assez complexes grâce à un comportement complexe et symbolique. Et Martin Lindauer, lui, il a continué à utiliser, à observer cette danse, mais dans ce qui était essaimage. Et Tom Seeley, qui est toujours chercheur, peut-être professeur émérite maintenant, a passé aussi toute sa vie à étudier les comportements d'essaimage et à observer les abeilles au moment où elles prenaient la décision pour aller choisir son nid, grâce aux signaux de danse notamment. Alors tout à l'heure, avant de vous parler de la danse de l'abeille, je vais vous montrer comment peut se passer une étude de comportement d'essaimage. Là, chez Apis florea, l'espèce que j'ai pu étudier en Thaïlande. Donc, pour étudier, là, la question qu'on étudiait, c'était à savoir la précision de la danse qu'elles utilisaient pour choisir un nid. Est-ce qu'elle était plus précise que lorsqu'elles allaient indiquer la localisation d'une fleur? Tout ça pour essayer de conclure que l'apparition de la danse dans l'évolution était apparue pour d'abord indiquer une localisation d'un nid plutôt que de fleurs. Donc on est arrivé à cette conclusion-là. Donc pour le faire, on a utilisé des essaims qu'on a préparés. En fait, on demandait à un chasseur local en Thaïlande d'aller nous chercher une petite colonie d'abeilles, puisqu'elles sont chassées malheureusement. Et on les a donc mis dans une boîte pendant 24 heures, un peu comme quand nous on fait quand on fait un essaim artificiel. Et on l'a installé sur une branche qu'on a mis sous une caméra pour filmer les abeilles qui dansaient en fait sur le dessus de l'essaim en fait. Et puis ensuite, on a pendant des heures observé, mesuré, calculé les danses de l'abeille pour arriver à faire des statistiques sur les directions qu'elles pouvaient indiquer où elles essaimaient. Et puis finalement, on a pu faire sous forme graphique une démonstration que d'abord à 7h du matin, en fait, l'essaim est là et c'est la direction qu'elles indiquent par la danse. Là, elles avaient trouvé un nid à peu près dans cet endroit-là. Et puis ensuite, à 8h, elles avaient changé d'avis. Elles indiquaient un nid qui était plutôt à 30 degrés par rapport à... Alors là, je ne sais pas où est le soleil, on n'a pas mis le soleil. Et puis ensuite, elles avaient encore changé d'avis à 9h. Et à 9h30, elles s'étaient restées sur cette décision. Et elles se sont envolées effectivement dans cette direction. Donc Tom Seeley, que j'ai montré juste avant, a fait des études vraiment très similaires avec Apis mellifera, et il a pu du coup démontrer un peu tout ce que je vais vous expliquer après. Donc, je vous ai dit qu'elle dansait sur le dessus de l'essaim, les Apis mellifera. Et comment elles font ça? Je vais vous réexpliquer un petit peu, enfin je vais essayer, je vais vous réexpliquer un petit peu comment elles arrivent à coder l'information de où est le nid juste en dansant. En fait, ce que les butineuses expérimentées arrivent à faire, c'est qu'elles arrivent à marcher en suivant une forme particulière sur le cadre, qui est à la verticale chez Apis mellifera, en prenant comme symbolique que la verticale symbolise le soleil. Et elles vont
faire une danse en forme de 8 où elles vont frétiller l'abdomen. Est-ce que vous avez déjà observé la danse de l'abeille? Oui, certains. Bon, je vous invite à aller voir du coup sur YouTube, danse de l'abeille. Donc elles vont frétiller dans la direction de là où elles ont vu la fleur. Donc celle-là, en fait, elle frétille, elle est dessinée là, mais elle va frétiller par là. Donc en fait, elle montre une fleur qui est à 40 degrés avec la verticale. Vous voyez? Puis après, elle va revenir sur le côté, elle va refrétiller, elle va revenir sur l'autre côté, elle va refrétiller. Donc elle veut aller par là, elle veut aller à 40 degrés. Donc les abeilles qui sont autour, elles vont avec leurs antennes sentir les vibrations, sentir les odeurs, elles vont ressentir cet angle avec la verticale et elles vont aussi estimer la durée du frétillement qui va aussi coder une information qui code la distance de la fleur par rapport à la ruche. Donc tout ça a été mis sous forme graphique et bien quantifié. Donc les abeilles qui observent cette danse vont se dire, moi je vais aller voir cette fleur. Elles sortent de la ruche, elles se disent, ok, elle a frétillé à 40 degrés par rapport à la verticale, donc elle se met en face du soleil, elle se tourne de 40 degrés, et paf, elle part, et elle sait qu'elle doit voler pendant le certain temps qui est codé dans le frétillement. Ça vous parle un peu? Parce que c'est toujours un peu délicat à comprendre, et après je vous ai mis une petite question pour essayer de... c'est maintenant. Alors, pour ceux qui ont la question interactive de la nature là, donc là, une petite question du coup, si vous allez voir si vous avez compris. Je vous ai mis une ruche avec 4 sources de nectar et il y a 4 formes de danse. Donc là, l'abeille elle frétille comme ça, vers là, le haut, donc on va se sur le 4, et après elle repasse sur l'autre côté, elle refrétille vers le haut. B, elle frétille vers le bas, elle va à droite, elle refrétille vers le bas, elle va à gauche. Alors C, elle se décale de 120 degrés, frétille vers le bas, premier 1. Alors, est-ce que c'est facile ou c'est difficile? C'est difficile. Je ne sais pas si je peux voir les réponses déjà. Alors, personne n'a répondu, c'est trop difficile. Je suis désolée. Est-ce que quelqu'un a trouvé pour A? Il n'y a pas de... Ah oui, parce que je vous ai mis des numéros sur le WooClap. Alors, c'est le WooClap, le 2, c'est celui-là. Et donc, vous me dites le A, c'est celui d'en haut. Bah, c'est bien, c'est bravo, c'est ça. Alors maintenant, B, facile. Hein. Le B, c'est celui-là. Ok, frétille vers le bas. Donc maintenant, quand vous verrez une abeille dans la ruche, essayez de savoir où elle va butiner après. Celle-là, la C, là. Donc elle fait dos au soleil, hein, on est d'accord? Et elle va 120 degrés. Donc elle fait dos au soleil, 120 degrés. D. Et 60 degrés, elle va vers le soleil, 60 degrés. Voilà. Voilà, maintenant vous pourrez décoder la danse de vos abeilles. C'est super. Donc, pourquoi je vous explique tout ça? C'est pour expliquer après comment elles dansent. Pardon? Ah non, mais ça c'est parce que je parlais anglais dans mes présentations précédentes. J'ai gardé les petits... Il n'y a pas sur de blagues dans les cartoons français. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas de sources en français. Mais... ça, en fait, pour traduire, ça veut dire le vieux tronc. Voter... alors, ELM, c'est une sorte d'arbre particulier. Ça, c'est une expression anglaise qui est connue. Et ça veut dire le vieux chêne. Voilà, elles votent pour aller dans différents endroits. Donc, elles vont utiliser cette danse pour prendre des décisions de façon démocratique ou plutôt oligarchique, parce que c'est vraiment des experts qui vont aller donner un petit peu leur avis. Et elles utilisent la danse pour ça. Il y a donc Tom Seeley qui a écrit ce magnifique livre Démocratie, qui est traduit en français et que j'ai vu dans des librairies indépendantes à Toulouse. Je ne peux pas vous dire le nom des librairies, mais je sais que je l'ai vu. Donc, je vous recommande vraiment de le lire. Il résume aussi un petit peu certaines parties de ce que je veux vous raconter. Donc, comment elles font pour prendre cette décision? Alors, on a notre branche, on observe notre essaim.
Et donc, l'essaim naturel s'est posé sur une branche. Il est 10 h du matin, elles étaient en forme. Et nos premières exploratrices, donc en anglais on les appelle les scouts, en français on dit plutôt les éclaireuses, vont aller, hop, ma version live, pardon, le micro tombé, vont aller visiter des nids, hein, vont aller voir des agences immobilières et puis elles vont visiter, voir l'orientation de l'entrée, la taille du nid, les odeurs, l'orientation avec le soleil, les ressources nectarifères autour, les ressources en eau, qu'est-ce qu'elles prennent en compte d'autre? S'il y a déjà eu en fait des abeilles dans le tronc avant, en fait, il est déjà construit, elles les aiment bien, elles préfèrent. J'essaie de me souvenir ce qu'elles vont. Elles vont prendre tous ces éléments, la taille évidemment du trou, et elles vont revenir sur leur grappe et vont danser pour dire à leurs copines qu'elles ont trouvé un nid. Elles vont évidemment danser dans la direction qu'elles ont trouvée, sur la distance qu'elles ont trouvée, et elles vont danser plus ou moins longtemps, donc 10 secondes, 10 minutes, pas 30 minutes, mais plusieurs minutes, si elles ont vraiment bien aimé la localisation. Donc, statistiquement, elle aura plus de chances de recruter des gens qui vont aller voir le nid qu'elle a vu. Donc elles vont avoir l'information de la distance par rapport au soleil et de la qualité de ce qu'elle a vu. Et donc à 13 h, la rouge, l'exploratrice rouge ici, elle aura réussi à convaincre un petit peu plus de suiveuses et à faire visiter le nid à plus de monde que la verte. Donc du coup, statistiquement, la rouge a plus de chances de faire visiter son nid. Donc si on combine en fait toutes les informations de différents nids qu'elles vont se communiquer, la qualité de tous les nids qu'elles vont communiquer, qu'elles ont visités, à la fin, elles peuvent arriver, ça peut prendre entre une demi-journée et 3 jours, elles vont arriver à un consensus. Une majorité des danseuses vont être d'accord sur le lieu qui est le mieux en fait, qu'elles ont toutes visité ensemble. En tout cas, toutes les éclaireuses. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a la reine qui fait pip, pip, pip. Elle commence à s'activer, elle se secoue les unes les autres, et elle s'envole, et voilà. Donc, sous forme graphique, ça ressemble à ça. Donc, scouting, c'est les exploratrices. Les danses, elles augmentent au cours du temps. Et le peeping, c'est le signal du chant de la reine au moment où elle part. J'ai un petit MP3, je crois, après. Je ne sais pas si le son va marcher, mais pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, je vais essayer de vous le faire écouter. Donc voilà, c'est ce mécanisme qui est quand même assez fascinant et complexe. Et c'est de la communication symbolique que les abeilles arrivent à utiliser pour prendre des décisions ultimes pour déménager. Voilà. Donc ça c'était sur la partie de l'essaim naturel. Dans la ruche, vous avez peut-être aussi entendu parler d'essaim primaire, secondaire, tertiaire. Ça vous dit quelque chose ça? Ouais? Non? Ouais. Alors un essaim primaire, c'est comme le nom l'indique, c'est le premier essaim qui va sortir de la ruche dans la saison. Et il contient quoi cet essaim primaire? La vieille reine. Et il y a quelqu'un qui a dit la moitié de la ruche. Vous êtes d'accord? Plus? Moins? Un peu moins. Qui c'est qui dit plus que 50%? Il n'y a que 2 personnes. Qui c'est qui dit moins? Qui c'est qui dit 50%? Et qui c'est qui dit moins de 50%? Et en fait, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Et là, en fait, il y a encore une fois une scientifique récemment qui expliquait qu'il n'y avait que 3 études qui avaient compté le nombre d'abeilles qui essaimaient dans les essaims primaires en proportion de la ruche, et que c'est autour de 70% dans ces 3 études. Donc les 2 tiers vous perdez les 2 tiers de vos abeilles dans les essaims primaires, donc ne les laissez pas essaimer. 2 tiers.
Enfin, c'est les études scientifiques qui ont compté. Hein. Peut-être que vous avez des abeilles génétiquement calées à 50% dans leurs essaims primaires. Et donc, les essaims secondaires, c'est quoi alors? Parce qu'une fois que les 2/3 de la colonie sont partis, pourquoi elles essaimeraient encore? Déjà, si elles sont très très nombreuses, parfois, après, donc tous les essaims primaires ne ressemblent pas à ça. Il reste quand même assez d'abeilles pour qu'elles essaiment parfois. C'est parce qu'en fait, vous avez vu au tout début, je vous ai montré une photo où il y avait des cellules royales, il y avait quand même quelques cellules royales, hein, et ça peut aller jusqu'à une vingtaine. Donc les vingtaines ne vont pas faire 20 sous-colonies, il ne va pas y avoir 20 essaims, mais au moins la deuxième qui va émerger, si elle sait qu'il y a des abeilles derrière, elle va essaimer vite avant que les autres arrivent. Parce que est-ce que vous savez ce qui se passe après, s'il y en a plusieurs qui émergent en même temps? Elles peuvent se tuer. J'ai une photo là. Une belle photo d'Éric Tourneret. Alors, c'est là que j'ai la vidéo. Je ne sais pas si ça va marcher. Je sais pas. Comment je fais pour marcher la vidéo? Wow. Ben, en fait, c'était une vidéo qui montrait une reine qui faisait pip, pip, pip. Donc, pareil, je vous invite à aller sur Internet. Là, il faut que je sorte de mon diaporama apparemment pour le faire. Et en fait, cette fonction une fois que l'essaim primaire s'est envolé, il y a des théories qui énoncent que la deuxième reine qui va émerger va faire ce son de piping pour essayer d'estimer le nombre de reines qui restent à émerger, qui sont en train de piper aussi, qui répondent, qui sont au stade pupe, qui sont dans les cellules, mais qui sont toutes prêtes à émerger, mais elles ne sont pas encore sorties, mais elles peuvent quand même déjà chanter, pour estimer le nombre de concurrentes qu'elles ont, pour savoir si elles doivent essaimer ou pas. Ça, c'est des théories. Voilà. Alors, maintenant, vous, en tant qu'apiculteur, comment vous faites pour trouver un essaim? Chacun sa petite technique, mais... Vous faites comment? Le téléphone? Vous téléphonez... Vous mettez un téléphone dans les ruches? Bon, alors il y a la ruche piège, ça c'est assez standard, mais voilà. On espère que notre essaim qui prend des décisions va prendre des bonnes décisions. Donc orientez bien vos ruches pièges, mettez bien de la cire propre dedans. Vous pouvez mettre des phéromones de reine aussi, certains font ça. Je sais pas si tu fais ça? Tu mets des phéromones? Voilà. Les deux? Pour qu'il y ait des bonnes odeurs de... habité. C'est stable, ouais. Et alors ça, c'était pour Stéphane. Comment on fait avec le syndicat pour trouver un essaim? J'ai mis une capture d'écran. On se fait connaître sur l'adresse mail du syndicat et en précisant le secteur d'intervention, et on espère qu'il y ait des gens qui appellent directement après avoir consulté la carte. Voilà, il y a une carte sur le site internet aussi. Donc pour ceux qui sont intéressés par la récupération d'essaims, vous pouvez envoyer un mail avec toutes les coordonnées, numéro de téléphone et secteur d'intervention. On vous mettra sur la carte, on vous référencera et en espérant que quelqu'un vous appelle. Mais en ce moment, ça appelle pas mal. Ah oui, d'accord. Donc en ce moment, la carte marche bien. Vous envoyez vos intérêts à l'adresse du syndicat et vous apparaîtrez sur la carte. C'est RGPD. Et donc, si personne ne vous appelle, comment vous faites pour les attraper? Il y en a qui jouent de la musique, mais ça marche pas très bien. Et puis après, il y a plein d'ustensiles différents. Il y en a qui utilisent des balais, des pelles, des seaux. Mais il y a quand même des étapes à respecter. Donc, dans le questionnaire au tout début, je vous demandais qui c'est qui avait déjà attrapé un essaim. Il y en avait quand même pas mal qui n'avaient pas attrapé l'essaim. Donc, on va revoir les étapes. Comment on fait pour attraper un essaim? Donc déjà, si c'est très haut, vous pouvez utiliser un escabeau. Mais surtout, il faut un réceptacle pour mettre votre grappe d'abeilles. Il existe, comme sur la photo d'avant, des réceptacles avec des manches comme ça pour nous aider à les attraper un peu haut.
Vous pouvez couper la branche ou la secouer. Donc si c'est assez bas, vous n'avez en général pas besoin de couper la branche. Des fois, on coupe juste pour couper, alors que bon, il suffit d'avoir le réceptacle assez près et de secouer dedans. Voilà, donc vous placez votre grappe dans une, j'ai mis bûchette, mais c'est ruchette. Si vous voulez une ruche extra naturelle, il faut mettre dans une bûche. Mais non, c'est une ruchette. Et effectivement, vous la nourrirez en fonction de la saison. Plus vous la nourrissez, plus elle va partir. Hein. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cet aspect, Olivier. S'il y a vraiment beaucoup de ressources autour, pas toujours besoin de... Donc, parfois, vous tombez sur quelqu'un vous appelle, dit j'ai un essaim chez moi, vous arrivez, vous ouvrez le volet, et en fait, c'est pas un essaim, c'est une colonie qui est installée avec des rayons de cire tout construits, avec du couvain, du miel, et tout ça. Donc là, vous ne pouvez pas secouer la branche. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous couvrez bien, parce que là, voilà, et vous allez devoir couper les rayons de cire, récupérer le couvain et tout ça. Donc, vous pouvez réutiliser ça en les mettant avec des élastiques sur des cadres et dans une bûchette, récupérer votre colonie. Donc, pour les essaims que vous récupérez, vous devez revenir la nuit pour les récupérer, pour que tout le monde soit revenu dans la boîte. Donc ça, c'était juste pour dire qu'elles n'étaient pas agressives, mais bon, faites attention quand même. On remarque quand même qu'il n'y a que des hommes, hein, je ne sais pas. C'est pour la photo. C'est vrai. Voilà. Comment vous évitez que votre colonie essaime? C'est pareil pour les débutants. C'est le moment justement de se poser la question si vous avez une ruche que vous avez eue en automne. L'idée, c'est de casser le cycle du couvain, puisque c'est le fait qu'elles aient ce cycle naturel du couvain qui va faire qu'elles vont au printemps essaimer. Donc, vous pouvez diviser la colonie, on va voir après, j'ai différentes diapos qui vous montrent comment le faire, ou vous pouvez aussi détruire les cellules royales. Sauf que vous savez que les cellules royales, elles sont faites à partir d'œufs de la reine qui va pondre tous les jours. Donc tous les 3 jours, il faut revenir et recasser les cellules royales. Et s'il pleut au moment où vous aviez planifié de revenir couper les cellules royales 3 jours après, c'est risqué. Et c'est coûteux en temps. Alors, j'ai déjà vu aussi des apiculteurs qui simulaient l'essaimage en enlevant toutes les abeilles de la ruche, secouant devant, en disant que ça leur permettait aussi de faire un check-up pour regarder s'il y avait des signes de American Foulbrood, loque américaine, et qu'après ça, elles n'essaimaient pas. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé ça, c'était des Australiens. Mais apparemment, ça fonctionne. Donc, pour pouvoir gérer, j'ai dit que vous pouvez diviser votre colonie. Donc, pour diviser votre colonie, on appelle ça un essaim artificiel finalement, parce qu'on force la colonie à se diviser et à se reproduire en tant qu'apiculteur. Et c'est nous qui décidons quand le faire. Donc, les conditions pour cela, il faut que votre ruche soit quand même bien populeuse. Il faut que vous ayez un beau couvain pour que, comme vous divisez en deux, on donne de façon équitable aux deux. Il faut qu'il y ait aussi des réserves un petit peu de nourriture. Donc, c'est vraiment crucial, ça. Donc, première façon de faire. On peut avoir une ruche et diviser dans une ruchette. Donc, pour ça, on prend 2 cadres de couvain, bien pleins, avec un peu tous les âges. Donc, vous ayez du couvain quand même jeune, vous voyez les larves blanches, les œufs, mais aussi du couvain operculé pour avoir des abeilles plus âgées qui, dès qu'elles vont naître, vont pouvoir nourrir la reine qui sera dans cette ruchette. Et évidemment, un paquet d'abeilles avec du couvain. Et évidemment, de la nourriture avec 2-3 cadres de miel. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous fermez votre ruchette et vous l'écartez à 4-5 km. Pourquoi on doit écarter à 4-5 km ? Sinon, elles vont revenir dans la ruche.
Elles vont se dire bah, pourquoi je suis là, ma ruche elle est là, c'est ma grande ruche. Donc par contre, oui, quand vous faites ça, là on n'a pas écrit, mais il faut vous assurer où est la reine aussi. À savoir après, quand vous allez visiter derrière, dans laquelle ruche vous devez aller s'assurer qu'il y ait une nouvelle reine qui soit élevée. Après vous pouvez aussi acheter une reine et en mettre dans la partie où il n'y a pas de reine. Vous pouvez aussi diviser vers 2 ruchettes, donc là c'est pareil, il faut une ruche vraiment très 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 populeuse. Ah ben non, là du coup vous videz celle-là et vous divisez en 2 cadres de couvain dans chaque et 3 cadres de miel pollen dans chaque. Et après il faut effectivement encore une fois trouver où est la reine et la déplacer en fonction, parce que finalement en fonction de où se trouve la reine, les abeilles qui sont dans celle d'à côté vont vouloir retourner là où il y a la reine, c'est là où il y a les signaux de la maison. Donc on va les déplacer plus loin. Donc la deuxième ruchette, on doit la déplacer à 4-5 km comme on a dit, mais celle qui reste, on peut la déplacer sur les butineuses qui étaient à l'extérieur et celles qui dorment dehors vont revenir à l'emplacement. Je ne sais pas si tu veux commenter ça en plus, mais voilà, c'était tout ce que j'avais sur la façon de diviser les ruches. Je ne sais pas si j'ai été assez claire là sur les ruches. Vous avez des questions? En fait, c'est tout pour ma partie. J'espère que je vous ai appris des choses. Ça passe combien de temps entre le moment où elles décident qu'elles vont essayer et où elles essaient réellement? Dans la ruche ou sur la branche? Non, dans la ruche. Alors, ouais, la question de la fièvre et de l'essaimage, combien de temps ça dure? Je ne sais pas vraiment. En fait, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a la réponse. Tu sais combien de temps la fièvre de l'essaimage dure? Parce que c'est difficile en fait de déterminer exactement quand est-ce qu'elle commence les premiers signaux. Parce que moi j'ai fait des divisions, et en fait 15 jours après, et là elle se met dans la ruche. Donc, voilà. Bah ouais, ils avaient commencé en fait à lancer des signaux. Mettre un Doliprane dans le sirop. Un Doliprane dans le sirop. C'était pas ça la question, Olivier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Juste après l'essaimage, je voudrais savoir, la reine qui reste dans la ruche, est-ce qu'elle est féconde, est-ce qu'elle est vierge, ou est-ce qu'elle est au stade de encore cellule royale? Une très bonne question. Alors, du coup, quand vous faites votre division, si c'est tôt dans la saison, vous allez prendre la boîte qui aura la reine, ça sera la vieille reine. Donc, elle est féconde. Elle est fécondée depuis son vol nuptial. Et dans la deuxième boîte, on a soit des cellules royales, soit juste du couvain. Okay, si vous avez fait votre division qui avait déjà des cellules royales, comme madame, vous aurez des reines non fécondées, même pas nées en fait. Voilà. Donc il va falloir que ces reines émergent, aillent se faire féconder une semaine après, et après elles vont commencer leur cycle de ponte. Donc effectivement, dans le cycle du couvain, il y aura un trou qu'il n'y aura pas dans l'autre colonie. Ça répond à la question? Mais c'est au stade, elle est toujours au stade de cellule royale. Oui. Elle n'est pas ou même pas de cellule royale du tout, en fait. Non, non, puisqu'il ne peut pas y avoir deux reines en même temps. Si elles ont commencé déjà si parfois vous allez pouvoir voir plusieurs qui ont émergé en même temps. En général, la vieille est déjà partie. Et à ce moment-là, vous pouvez vous faire une division, effectivement, avec ces reines vierges. Mais elles sont plus difficiles à détecter, hein, elles sont plus petites. En tant que débutant, des fois, c'est difficile de voir les reines vierges. Oui? La vieille est pas avant ou après la naissance? Ça dépend, mais en général avant. Combien de temps avant? Je pense que ça varie. Alors, est-ce que vous savez combien de temps c'est le stade de développement de la reine?
C'est 16 jours. Donc, ça peut pas être plus de 16 jours. Je pense que, je sais pas en fait, mais je pense que c'est variable. Moi, je l'ai observé déjà à partir de, je dirais, 6 jours. 6 jours, la cellule, elle avait que 6 jours, il y a déjà eu l'essaimage. Mais c'est rare. Je suis tombé sur 2 ruches, il y avait blindé de cellules et pas de reine qui était née. Et j'ai cherché partout et puis rien. Et est-ce qu'il y avait le même nombre d'abeilles? Difficile à dire, mais je t'ai pas vu depuis 15 jours en fait. Donc je ne peux pas savoir exactement le nombre d'abeilles, mais en tout cas les reines étaient plus là. Oui, c'est fort probable. Après, non. J'ai fait un test, en fait, je l'ai divisé en 2. Et je suis revenu plus tard, et celles où je n'avais pas laissé de cellules royales, elles ont fait des cellules royales. Il n'y a pas de reine. Quand tu dis laisser des cellules royales, ça veut dire qu'il y avait déjà des cellules royales construites. Il y en a une où j'ai laissé toutes les cellules, j'ai laissé les 3 cellules royales les plus belles. Donc celle-là, elle a développé une reine vierge. Et il y en a une où je m'étais dit, bon, bah, dans le doute, on va laisser peut-être que la reine des feuilles dans la ruche mère. Et en fait, elles m'ont refait des cellules royales parce qu'il n'y avait plus personne, c'était une ruche. Orpheline, oui. Oui, donc du coup, si elles ont essaimé quand il y avait déjà des cellules royales, un petit peu comme peut-être Olivier dit 6 jours. Avec des cellules royales, c'est sûr. Ah oui, oui. Ça c'est possible. Il y souvent ça. avait max 15 jours. Bah, max 15 jours, c'est à peu près quand elles émergent. Donc, si elles étaient fermées, déjà, ouais, donc vous avez plus de 6 jours. Mais de toute façon, si elles attendent la naissance d'une nouvelle reine, il y a un problème parce qu'elles se battent. Oui. Donc c'est pour ça elle a plus intérêt à partir avant, voilà. effectivement. Elle part avant chaque fois. D'accord. Une question par rapport à la migration, dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, pas la migration complète, mais dans le cas de l'essaim qui va se déplacer, qui va trouver le nid dans une fenêtre, elles sont toutes mortes l'année d'après. Et pourtant, à cet endroit-là, il va encore y avoir un essaim qui va revenir. Elles sont mortes pourquoi alors du coup dans cette histoire? L'année à l'autre, c'est les mêmes. Vous dites si on récolte l'essaim qui est dans un essaim qui s'en va, qui va s'installer, comme vous avez dit tout à l'heure en parlant de nid. Il va faire le nid dans une embrasure de fenêtre, entre le volet et la fenêtre. Il va y rester, on va avoir les rayons, et puis l'apiculteur va venir la récupérer. Et l'année d'après, au même endroit, on va y avoir la même chose. C'est parce qu'il reste des odeurs. Il reste les odeurs, même si on a essayé. Ah oui, c'est quasiment sûr, c'est ça. Puis elle est bien orientée cette fenêtre, hein, sûrement. Donc c'est sûrement les odeurs. Ouais. C'est. Avant d'essaimer, la reine diminue sa proie. Par quel mécanisme? C'est elle qui décide, elle se dit je vais essaimer, je diminue. Alors ça c'est tout au niveau de la physiologie du cerveau, des signaux, des phéromones, et de la génétique aussi. Donc comme il y a la saison, tout ça c'est les signaux qui sont dans la fièvre de l'essaimage. C'est extrêmement complexe dans la ruche, c'est une question intéressante, je n'ai pas la réponse, mais il y a des signaux qui viennent du couvain, des signaux qui viennent des abeilles ouvrières, des signaux qui viennent même de l'environnement extérieur, de la durée du jour, ça c'est sûrement ça, les signaux qui proviennent de l'environnement qui disent c'est la saison d'essaimer. Ça va stimuler certaines sécrétions de certaines protéines dans le cerveau qui vont modifier l'expression de protéines, qui vont inhiber la taille des ovaires, et c'est ce genre de mécanisme en fait. Oui. Il y a moyen de faire une division sans la mettre à 5 km, en laissant la division dans le rucher. J'ai fait un essai avec, j'avais vu un truc sur internet, ça a marché. En prenant la ruche mère, en la déplaçant dans le rucher à peut-être 5 ou 10 mètres et en la mettant à 90 degrés. Donc la ruche mère avec la reine et en remettant la ruchette à la place qu'avait la ruche mère. Bon, après, il y a, en termes de quantité d'abeilles, il y a peut-être eu beaucoup de drift, mais comme il y a toujours du couvain à émerger, la reine elle reste dedans, elle va rester, mais en termes
d'optimisation pour garder le maximum d'abeilles, c'est mieux de la déplacer à 5 km. Effectivement, ça va marcher puisque la reine va rester, il y aura des jeunes, il y en a qui vont rester, sur celles qui ne volent pas, celles qui ne butinent pas encore. Mais en termes de quantité d'abeilles, il y en a moins. Je ne sais pas si vous avez observé que cette ruche déplacée dans le rucher était peut-être moins populeuse qu'au moment où vous avez fait la division. Oui, enfin, il y a eu une période de mauvais temps aussi. Ah, elle était forcée de rester à l'intérieur. J'ai déjà cru que tout était perdu finalement. D'accord. C'était une bonne surprise. Mais... Ok, bah merci. Je passe la parole à Olivier.